Citoyennes, citoyens, bonjour. Aujourd'hui, nous allons discuter du comportement inattendu de l'énergie noire avec les résultats de DESY. On verra ensuite une magnifique image de 4 planètes prises par James Webb et on fera un tour des quelques annonces françaises et européennes qui animent le New Space. Allez, c'est parti, générique. Bienvenue dans DNDE, l'émission qui vous résume l'actualité spatiale tous les mardis à 18h. Avant de plonger dans les actualités de la semaine, un petit mot sur notre sponsor du jour, NordVPN. Normalement, vous connaissez, NordVPN est une suite d'outils pour améliorer votre sécurité sur Internet. Au cœur de la solution, on trouve un VPN pour masquer votre IP et chiffrer vos données. C'est hyper important quand vous vous connectez à un réseau public, un hôtel ou une gare par exemple. NordVPN assure que vos données restent à l'abri des regards indiscrets, que ce soit ceux des publicitaires ou des escrocs du web. Sur le plan de la sécurité, NordVPN, c'est cependant bien plus qu'un simple VPN. La suite Protection Anti-Menace Pro vous protège des malwares et des liens douteux. Si vous téléchargez un fichier, l'outil vous permet de l'analyser pour confirmer qu'il est sans risque. Même chose si vous cliquez sur un lien. Protection Anti-Menace Pro bloque automatiquement les sites frauduleux pour éviter de tomber sur une arnaque. Une arnaque très en vogue est celle de la fausse boutique en ligne, un site en apparence tout à fait légitime qui va prétendre vous vendre quelque chose, mais qui est surtout intéressé par les chiffres de votre carte bancaire. Protection Anti-Menace Pro permet de détecter les fausses boutiques de manière très efficace. L'outil a fini 3ème dans un test de détection des fausses boutiques et qui comprenait des outils de cybersécurité beaucoup plus haut de gamme. En plus de ça, vous pouvez bien évidemment utiliser NordVPN pour accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles dans votre zone géographique. Ou à l'inverse, retrouver le web de votre pays quand vous êtes en déplacement. Pour profiter de tous ces outils, NordVPN vous offre 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans, avec une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Si tout ça vous intéresse, vous pouvez profiter de l'offre directement via les liens en description. Nous, on passe aux actualités de la semaine. À la toute fin du XXe siècle, 2 équipes nous ont servi presque simultanément un des plus grands mystères de la cosmologie. On savait déjà depuis la fin des années 20 que l'univers était en expansion grâce aux travaux d'Edwin Hubble. Ces 2 équipes ont à leur tour réussi à montrer que cette expansion de l'univers subit une accélération. Comment cela est possible ? Mystère. La gravité est une force attractive et aurait donc plutôt tendance à rapprocher entre eux les objets de l'univers. Mais quand on y regarde de près, ces derniers s'éloignent les uns des autres, et ils sont même en train de prendre de la vitesse. Enfin, c'est un petit peu plus subtil que ça. Ils ne s'éloignent pas vraiment au sens où on l'entend. C'est plutôt l'espace-temps qui les sépare qui se dilate. C'est comme ça que 2 galaxies suffisamment éloignées l'une de l'autre peuvent s'écarter entre elles à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Leur mouvement réel est plutôt lent, bien en dessous de la limite fatidique, mais l'espace-temps situé entre elles se dilate à une vitesse qui dépasse celle de la lumière. Puisqu'on est incapable d'expliquer pourquoi l'expansion de l'univers s'accélère, on a nommé un coupable par défaut, l'énergie noire. C'est une énergie ou peut-être un principe, une propriété intrinsèque de l'espace-temps, qui au cours du temps accélère l'expansion du cosmos. Depuis un quart de siècle, on mesure ses effets, on détermine sa densité et on fait des modèles. On est arrivé aujourd'hui à la conclusion que l'énergie noire est la force dominante de la cosmologie. On a beau ne pas vraiment savoir ce que c'est, on est certain que c'est elle qui déterminera le destin de l'univers. Pour approfondir son étude, de nouveaux instruments sont régulièrement déployés. En 2021, l'un d'entre eux a commencé ses opérations dans l'Arizona, DESY. Il s'agit d'un ensemble de 5000 fibres optiques qui peuvent être individuellement pointées vers 5000 galaxies différentes pour créer une gigantesque carte du cosmos. En observant l'évolution de la répartition de la matière au cours de différents âges, il aide à comprendre comment l'énergie noire a agi au cours du temps. Après bien des nuits d'observation, DESY a pu cartographier 15 millions de galaxies et de quasars. Il aura fini sa cartographie complète dans environ 2 ans, mais on peut déjà dresser le bilan de ce qu'il nous montre jusqu'ici. C'est ce qui a été fait le 19 mars avec la 2e publication de ses résultats, la première ayant eu lieu un an plus tôt.
Ce que nous dit DAISY a de quoi interloquer. Ces résultats préliminaires pointent vers une direction inattendue. L'énergie noire serait en fait en train de perdre de sa superbe. Son influence ne serait plus aussi forte qu'elle l'a été par le passé. Pour le moment, il n'est pas possible d'établir une certitude. Mais cela vient appuyer les résultats de l'année dernière. Le premier jeu de données de DAISY montrait déjà cette tendance, et sa deuxième publication de résultats vient l'appuyer encore plus fort. Alors forcément, l'excitation commence à monter chez les cosmologistes. Une énergie noire dynamique, ça ouvre tout plein de questions. Qu'est-ce qui pousserait à ce changement dans le temps ? C'est encore un paramètre, un mécanisme qu'il faut découvrir. Par ailleurs, les implications sont lourdes pour le destin de l'univers. Avec une énergie noire constante, le scénario du Big Chill, la mort froide de l'univers, était privilégié. Dans celui-ci, tous les objets de l'univers s'éloignent et refroidissent jusqu'à ce que plus aucune interaction ne soit possible. Mais avec une énergie noire qui perd peu à peu de son influence, on pourrait peut-être déboucher au bout d'un moment sur un univers statique, voire un Big Crunch. Un retour en grâce de la gravité comme force dominante, et l'immense carambolage qui s'en suivrait. Il est encore trop tôt pour trancher, mais les données pour appuyer ou démentir DAISY devraient maintenant pleuvoir. Le même jour que DAISY faisait des siennes, l'ESA a publié le premier jeu de données d'Euclide, son observatoire spatial dédié à l'étude de l'énergie noire et de la matière noire. Pas encore de conclusion, il y a énormément de travail d'analyse à faire, mais les images sont déjà magnifiques. Une semaine auparavant, c'était l'observatoire Spherix de la NASA qui décollait. Il va remplir une mission assez similaire à celle d'Euclide. Enfin, vers la fin d'année, on devrait voir au sol l'entrée en service du télescope Vera Rubin, qui contribuera également à cet immense travail de compréhension de l'influence de l'énergie noire au cours du temps. Si tous ces instruments rejoignent les conclusions de DAISY, un nouveau chapitre de la cosmologie devrait s'ouvrir, avec de nouvelles réponses et encore plus de questions. La semaine dernière, James Webb nous a également servi une observation à la fois très belle et significative. Ce que vous avez sous les yeux est un système planétaire relativement proche en imagerie directe. 4 planètes qui tournent autour de l'étoile HR 8799, située à environ 130 années-lumière du Soleil. L'émerveillement est permis, mais il faut y ajouter quelques explications. L'étoile au centre n'est pas visible. Elle est bloquée par un coronographe, une sorte de masque qui a un but précis. Bloquer la lumière d'une étoile pour laisser apparaître ses planètes. Les planètes apparaissent également beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont réellement. Leurs orbites ne sont pas séparées par quelques rayons planétaires. C'est une façon de mettre toute l'information dans une image de manière visible. Pour se représenter le système réel, il faut imaginer les planètes beaucoup plus petites, à peine visibles à cette échelle. Enfin, on voit des couleurs différentes, un peu de bleu, un peu de brun ou de blanc. Ce ne sont pas des couleurs réelles. Il faut se souvenir que James Webb fait ses observations en infrarouge, une longueur d'onde que nos yeux d'humains ne perçoivent pas. Ici, les couleurs représentent donc différentes longueurs d'onde. Les planètes ont donc bel et bien des couleurs différentes, mais ce sont des couleurs infrarouges si cela a un sens. Cette observation a permis de tester une autre capacité clé de James Webb, faire de l'analyse chimique à partir d'images directes. Le télescope avait déjà réussi à faire cet exercice lors de transits, grâce à la lumière d'une étoile qui traverse l'atmosphère d'une planète. Ici, il montre qu'il est capable d'obtenir des informations chimiques à partir de la lumière réfléchie par les planètes. Ce sont toutes des planètes géantes et le système est très jeune. Des planètes grosses et encore chaudes, c'est la situation idéale pour faire de l'imagerie directe avec un observatoire infrarouge. Ici on parle de 4 corps qui font chacun plusieurs fois la masse de Jupiter. De véritables mastodontes. Elles gravitent assez loin de leur étoile, entre 16 et 70 unités astronomiques. Ce qui les rend d'autant plus faciles à imager. James Webb est parvenu à détecter du dioxyde de carbone dans leur atmosphère.
Cela indique que leur processus de formation est très probablement similaire à celui qui a donné naissance à Jupiter et Saturne. Il faut imaginer d'abord un corps rocheux qui commence à accumuler une enveloppe gazeuse grâce à son attraction gravitationnelle. Celle-ci grossit et grossit jusqu'à ce que les gaz constituent la majorité de la planète. La plus grosse planète du système, HR 8799d, fait 9 fois la masse de Jupiter. Imaginez un peu la quantité de gaz que cela représente. James Webb va peut-être pouvoir faire d'autres observations similaires dans d'autres systèmes, mais il n'y en aura pas des masses. Il faut que les conditions soient réunies. Système jeune, proche de la Terre, planète géante et gravitant loin de leur étoile. Cela réduit les candidats. Bien entendu, on adorerait reproduire l'exercice avec des planètes de taille terrestre gravitant dans la zone habitable de leur étoile. Mais c'est au-delà des capacités de James Webb, peut-être pour la prochaine génération de télescopes. Allez, sans transition, il faut qu'on fasse un petit point sur la France, l'Europe et les constellations de télécommunications. Depuis 2019, Starlink a chamboulé le secteur des télécoms par satellite, en remplaçant les énormes satellites en orbite géostationnaire par des satellites plus petits et beaucoup plus nombreux en orbite basse. Cela permet d'avoir une couverture mondiale avec des temps de latence réduits. Du coup, tout le monde essaie de faire pareil. On attend ainsi la constellation Kuiper d'Amazon aux États-Unis, et on assiste au début du déploiement de la constellation Tianfan en Chine. En Europe, on peut se reposer en partie sur Eutelsat OneWeb, qui a déjà déployé 650 satellites, et on attend d'ici quelques années la constellation Iris Square qui comportera autour de 300 satellites. Elles permettent ou permettront de servir des entreprises ou des clients institutionnels. Aux côtés de ces mastodontes, on voit aussi émerger des projets portés par le New Space. La semaine dernière, Rocket Lab a finalisé la mise en orbite d'une constellation pour Kinéis, une entreprise française dédiée à l'Internet des objets. Avec ses 25 satellites, elle va maintenant permettre de connecter tout plein d'objets qui se trouvent loin de tout. Ça peut être des troupeaux, des containers, des bateaux, des infrastructures, des champs ou des forêts. Le segment spatial est en place et Kinéis peut donc maintenant s'atteler à le transformer en succès commercial. La semaine dernière, il y a une autre entreprise française qui a fait l'actualité, et très honnêtement, elle était passée jusqu'ici un peu sous nos radars. Il s'agit de Constellation Technologies et Opérations, abrégé CTO. Établie en 2022, elle vise à mettre en orbite très basse une constellation de 1500 satellites. En octobre dernier, elle a levé 10 millions d'euros auprès de la BPI et du fonds Expansion Ventures. Et la semaine dernière, elle a annoncé un partenariat stratégique avec TDF, qui est un gros opérateur français d'infrastructures de télécommunications. Le plan de CTO est assez unique. Les satellites doivent être déployés à 375 km d'altitude. C'est 150 km plus bas que la couche la plus basse de Starlink. On y gagne en connectivité et en latence. Cela pourrait ainsi permettre des antennes au sol sensiblement plus petites que celles de Starlink. En revanche, le maintien à poste est plus complexe. CTO évoque ainsi des satellites de 350 kg qui devront bénéficier d'un profil aérodynamique pour limiter l'impact des couches résiduelles de l'atmosphère. Franchement, pas commun. Un des autres avantages d'aller se mettre si bas, c'est la gestion de fin de vie des satellites. Même sans stratégie active, à cette altitude, un satellite aura vite fait de retomber dans l'atmosphère. Ce qui simplifie un peu le problème côté pollution orbitale. On se retrouve en contrepartie avec un problème côté pollution atmosphérique. À force de faire rentrer des milliers de satellites dans l'atmosphère, on finira peut-être par se rendre compte que ce n'est pas si bénin. L'entreprise veut envoyer ses premiers satellites en 2026 et compléter la constellation au tournant de la prochaine décennie. Bien entendu, il faudra lever bien plus de fonds, mais c'est typiquement le genre d'initiative qui devrait soudainement paraître très pertinente pour les autorités européennes. Il y a quelques jours, l'ESA a publié une feuille de route dénommée Stratégie 2040. Elle souligne le besoin d'une Europe spatiale autonome. Un projet comme celui de CTO paraît ici tout indiqué pour aller chercher une capacité clé pour le continent. Il y aurait de plus de quoi assurer le carnet de commandes de presque toutes les fusées européennes, anciennes comme nouvelles. Avec 1500 satellites, CTO devra probablement manger à tous les râteliers. On a un autre mariage franco-français à célébrer dans le New Space. Il concerne cette fois-ci Maya Space et Exotrail. Ces deux-là, on en a déjà pas mal parlé sur la chaîne, donc normalement vous connaissez. Maya Space développe le lanceur partiellement réutilisable Maya, propulsé par les moteurs au méthane Prometheus. Et Exotrail fait de la propulsion électrique pour les smallsats et des services en orbite.
Pour cette dernière activité, Exotrail a développé une sorte de petit remorqueur, le Space Van. Il peut accueillir ou déployer des charges utiles, manœuvrer en orbite ou encore faire de l'inspection de satellites. Le premier a été lancé en 2023 sur Falcon 9 et le deuxième décollera donc avec Maya. L'accord couvre plusieurs lancements et Maya Space se trouve ainsi un client récurrent qui pourra assurer une partie de son activité. Le premier tir, issu de ce partenariat, aurait lieu en 2027. Mine de rien, les lanceurs du New Space européen commencent presque tous à se trouver des charges utiles. On verra si ce vote de confiance continue dans le temps et surtout pour lesquels de ces acteurs. Si on franchit le Rhin, on attend toujours impatiemment le premier vol d'une fusée Spectrum d'Isar Aerospace. Pour des raisons de météo, la fenêtre s'est finalement ouverte hier. Est-ce que le vol a déjà eu lieu? Ça, on ne peut pas vous le dire car l'épisode a été écrit juste avant l'ouverture. Sinon, la fenêtre se poursuit tous les jours jusqu'à dimanche. Pas certain qu'Isar va faire une couverture vidéo, il n'y a pour le moment rien dans leur communication qui le laisse entendre. Si c'est le cas, on couvrira ça en live sur Twitch, mais il faudra probablement être à l'affût pour ne pas rater le tir. On serre les doigts très fort pour un jour avoir des lives, car honnêtement, avec Andoya, je crois qu'on tient le site de lancement le plus photogénique de l'histoire. Regardez-moi ce lanceur dans les paysages désolés du Grand Nord sous les aurores boréales. Isar a une chance de devenir le premier acteur du New Space européen à atteindre l'orbite avec leur fusée propulsée au propane. Quelle que soit l'issue de ce premier essai, on se fera un petit bilan du lancement mardi prochain. Voilà qui nous amène au bout de cet épisode de Dernières Nouvelles des Étoiles. Je vous rappelle que vous pouvez bénéficier de 4 mois supplémentaires sur l'abonnement de 2 ans à NordVPN en passant par le lien qui est en description. On les remercie chaleureusement d'avoir sponsorisé cette vidéo. L'émission continue en live jeudi à 10h avec Maxime. N'hésitez pas à partager vos questions et vos remarques dans les commentaires, nous y répondrons dans une prochaine vidéo. Vous pouvez consulter la description pour retrouver nos sources et nos réseaux sociaux. Quant à nous, on se donne rendez-vous jeudi pour un nouveau dossier de l'espace, et d'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.